Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'activité sur les délimitations maritimes en se posant la question de est-ce que ce sont des frontières, en quoi ce sont des frontières. On va reprendre question par question. Vous prenez la correction en ajoutant ce que vous n'avez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de tout refaire comme le cours, servez-vous de ce que vous avez déjà fait, ce sera plus rapide pour vous. La première question était sur, en quoi consistait le droit de la mer avant Montego Bay, on reviendra sur ce qu'est Montego Bay, et quels enjeux expliquent la modification de ce droit de la mer. Alors, l'idée de ce qu'il y avait avant Montego Bay, c'était que pendant longtemps, les espaces maritimes n'appartenaient à personne, sauf vraiment quand on était très proche des côtes, c'était, ce qui appartenait à l'État, en fait, c'était la distance d'un boulet de canon, c'est ce qu'ils étaient capables de défendre depuis la terre, en fait. Donc, globalement, ça n'appartenait à personne. Et donc, ça veut dire, si ça n'appartient à personne, que tout le monde peut circuler librement. On parle du principe de libre circulation. Et tout le monde pouvait aussi exploiter les ressources qui s'y trouvaient, et ça, c'est le principe de libre exploitation. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc voilà, le système avant la Convention de Montego Bay, c'est que les espaces maritimes n'appartiennent à personne, qui a un principe de libre circulation et un principe de libre exploitation. Voilà, ça c'est les 2 notions importantes. Cependant, bah, il y a eu une modification. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des enjeux notamment économiques, l'accès aux ressources, la possibilité de faire du commerce et des enjeux aussi, on va dire, de sécurité pour les États puisque ça a créé des tensions. Ils voulaient les mêmes ressources, par exemple, ça a amené à des conflits et donc pour éviter ces conflits, il y a eu la volonté de créer ce qu'on appelle un droit de la mer et droit de la mer, c'est une notion, à connaître ici, dans le cadre des frontières maritimes. Le droit de la mer, c'est les lois qui s'appliquent à tous dans les espaces maritimes pour éviter les conflits. Donc voilà, ça c'est le système. Ensuite, on voulait, voir ce que il y a eu la convention de Montego Bay, qu'elle a eu du succès, mais qu'elle a aussi eu des difficultés. Donc déjà, bah, il y a une chose qui est très importante, c'est que vous connaissiez, Montego Bay, la convention de Montego Bay en 1982. Alors c'est le nom, de l'endroit où elle a été signée, hein, mais ce qui est important, c'est de dire que c'est une convention de l'ONU, heu et que c'est elle qui crée le droit de la mer. Alors, dans les succès de cette convention, vous avez ce document et on voit qu'un des succès vraiment importants, c'est qu'on voit que la grande majorité des pays du monde a ratifié cette convention. C'est, ceux qui sont en jau enfin le plus clair, en jaune clair, là où il y a écrit ratification. Ratifier, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à l'appliquer. Ils sont d'accord pour l'appliquer. Et on voit qu'il y a seulement une quinzaine d'États, qui sont pas engagés à l'appliquer. Une partie déjà, c'est des États, regardez par exemple pour, l'Asie centrale ou, pour certains pays d'Afrique, c'est des États qui n'ont pas accès à la mer. Donc c'est vrai qu'ils s'en fichent en fait du droit de la mer et il y en a quelques autres, comme les États-Unis ici, où ça peut paraître plus étonnant, mais en pratique, ils l'appliquent. Même ils le défendent, même s'ils l'ont pas signé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la convention de Montego Bay s'applique au monde entier, donc ça, c'est un grand succès. Dans les difficultés, bon, on a vu le fait que certains pays n'ont pas signé, c'est quand même une petite difficulté et il y a aussi on peut regarder les dates, hein. Cette convention, c'est, le résultat, de discussions qui ont été, quand même longues, ça a mis du temps à s'appliquer. Il faut attendre 1994 pour qu'elle soit appliquée, parce qu'il y a certains points qui étaient contestés, notamment par les pays développés. Mais voilà, le plus important à retenir dans la correction de cette question, c'est, bah, la convention de Montego Bay, de l'ONU en 1982 et le fait qu'elle a été ratifiée par la plupart des pays du monde, même si ça a pris du temps. Ensuite, on s'intéresse à quelles sont les principales mesures contenues dans cette convention de Montego Bay et pour ça, il fallait faire un schéma en expliquant, les différentes zones. Alors vous avez fait des schémas différents, j'imagine. Je vous en propose un juste après. Mais voilà, l'idée c'est de voir les différentes zones et l'idée principale, ces différentes zones, elles correspondent à quoi? Elles correspondent aux zones économiques exclusives. On parle de ZEE pour aller plus vite, hein, mais il faut connaître zones économiques exclusives. C'est celles qui sont en bleu clair, qui longent, le long des États. C'est des zones qui sont, définies comme appartenant à des États par la convention de Montego Bay. Ça cette convention, elle crée plusieurs zones maritimes, à partir de la côte.
Voilà, ça c'est la l'idée principale et donc quand on rentre dans les détails, voici un exemple, de schéma avec ces différentes zones à retenir. Heu, j'ai pas mis les eaux intérieures. Certains d'entre vous les ont peut-être mis parce qu'elles font partie, de la zone terrestre, les eaux intérieures. Elles sont là-dedans, en fait, c'est les lacs, c'est les rivières, donc c'est la partie terrestre et à partir de la mer, à partir de 0 miles marins, c'est pas en kilomètres, hem, vous avez différentes zones avec différents droits dessus. Donc on va commencer par les eaux territoriales. Donc entre 0 et 12 miles marins, l'État dispose des mêmes droits que sur terre, sauf un seul. Il doit laisser un droit de passage pour tous les navires. Donc, en gros, on a une souveraineté politique qui est très forte, hein, elle est quasiment identique, mais elle est limitée par un point, qui est celui du droit de passage des autres navires. Si on regarde la zone contiguë, l'État ne dispose plus que des droits dans certains domaines, donc plusieurs, hein, les douanes, la fiscalité, l'immigration, les infractions, mais ça veut dire que la souveraineté politique est encore plus limitée. En revanche, dans les 2 cas, la souveraineté économique est totale. Ensuite, la plus grande zone, celle qui a donné le nom à l'ensemble, la zone économique exclusive, qui va jusqu'à 200 miles. Heu, l'État a le droit, exclusif d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes. C'est-à-dire que, l'État peut explorer et aller, exploiter tous les ressources, hein, que ce soit des ressources, enfin, par exemple, des ressources halieutiques, c'est la pêche, en fait, les poissons, mais aussi, les ressources en hydrocarbures ou en minerais. Par contre, il y a une libre circulation totale pour les autres États. Donc il y a plus, de souveraineté, plus de droits politiques, mais plutôt des droits économiques. Et cette zone, elle peut être étendue, après elle peut s'étendre jusqu'à 350 miles marins, mais sinon normalement elle est à 200 miles marins. On reparlera de l'extension juste après. Et la dernière zone qui n'est pas dans la ZE, elle s'arrête avec la ZE, c'est la haute mer. Parce que la haute mer n'appartient à aucun État. Il y a une libre circulation pour tous et les fonds marins font partie du patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire ils n'appartiennent à personne. Voilà, on ne peut pas aller, exploiter, ces ressources. Voilà, hop, j'avais oublié de le mettre. Hem, les États ont donc des droits, différents dans chacun de ces zones, hein, et ce qu'il faut retenir, le principe important, c'est que plus on est proche de la terre, plus les droits sont importants, plus on s'éloigne, moins, les États ont de droits. Et les droits sont d'abord, sont économiques, pour la plupart, mais ils sont politiques que quand on est proche de la côte. Voilà. Je vous demandais aussi quelles étaient les plus grandes ZE mondiales et bon, là, fallait faire des recherches et vous avez, sans doute trouvé, des classements et on voit que, ce sont les États-Unis qui ont, la plus grande ZE dans le monde, puis la France. Donc si vous retenez les 2 premiers, c'est déjà, très bien. Heu et pour aller plus loin, pourquoi c'est important, ah oui si, déjà, pourquoi la ZE française est aussi importante alors que c'est un petit pays, hein, par rapport aux États-Unis ou à l'Australie, c'est grâce au territoire d'outre-mer qui donne à la France, une grande extension maritime. Vous voyez ici en rouge la ZE française, c'est pas grâce à la France métropolitaine, vous voyez bien que c'est par rapport au territoire d'outre-mer. Et donc pourquoi ces ZE sont stratégiques pour les États? Et donc comment ils peuvent essayer de l'agrandir? Parce que si c'est stratégique, ils veulent l'agrandir. L'idée principale, c'est qu'avoir une grande ZE, c'est un facteur de puissance, parce que ça permet d'accéder à plus de ressources. Si vous avez accès à plus de territoires maritimes que vous avez le droit d'exploiter, vous avez accès à plus de ressources. Et donc les États, ils essaient d'agrandir leur ZE en demandant l'extension du plateau continental. Vous aviez ce terme dans vos documents. En gros, ils font une demande auprès de l'ONU. Vous vous rappelez, la convention de Montego Bay, c'est fait par l'ONU. Donc c'est à l'ONU qu'il faut demander. Et l'ONU décide si il vous autorise à augmenter votre ZEE jusqu'à 350 miles marins au maximum. Et là, vous avez l'exemple de la France qui a étendu son plateau continental, hein, c'est comme ça qu'on appelle, ça suit des limites géologiques. Et ici, on voit qu'il a été agrandi de 72 000 kilomètres au large de la Guyane. L'objectif, c'est d'avoir accès à une zone où pourrait y avoir
des hydrocarbures, hein, du pétrole, donc l'accès aux ressources, hein, on a dit c'est ça qui était stratégique et donc vous voyez, l'extension avec là la limite de la ZE, puis la deuxième ligne c'est, l'extension maximum et là vous avez en rouge ce qui a été demandé. Voilà, pour les idées importantes. La conclusion, j'ai appelé ça la réflexion bilan, hein, mais et je vous demandais d'y réfléchir parce que je trouvais que c'était une question intéressante. Peut-on dire que les délimitations maritimes sont des frontières? Eh bien, l'idée déjà, c'est qu'on peut dire que ces délimitations maritimes, heu, c'est des zones dans lesquelles l'État riverain, donc l'État qui est, sur terre et où il y a les délimitations qui le poursuivent, il a des droits que les autres n'ont pas. Donc c'est quand même, il y a une souveraineté, il y a il y a une sorte de frontière. Mais on ne peut pas quand même complètement parler de frontière parce que, il y a une liberté de circulation pour les navires de tous les pays. Et ça, c'est très différent. Sur, le continent, sur les frontières terrestres, tout le monde ne peut pas passer. Il faut, présenter ses papiers, il faut des autorisations, il y a des gens qui ont pas le droit de passer. Là, tout le monde peut passer. Donc, c'est on va dire, il y a une limitation, sur le pouvoir politique, même si, il y a, le pouvoir économique sur les ZE. Donc on a, on parle de délimitation maritime plus que de frontières parce que, il y a un pouvoir économique, mais le pouvoir politique est seulement limité, alors que, les frontières terrestres, c'est aussi, le pouvoir politique. Voilà, j'espère que, vous avez bien compris enfin, on a un peu approfondi, hein, mais que vous avez bien compris cet enjeu autour des frontières maritimes, hein, qui sont différentes des frontières terrestres et aériennes et je vous souhaite une très bonne semaine.